Bienvenue sur la chaîne YouTube La Hype Story. Ici, on vous dira toute la vérité, ils vous diront jamais tout. 1979. Les eaux du lac Victoria, jadis paisibles, portent en elles les cicatrices d'une époque de terreur absolue. Imaginez un instant un homme, simple soldat devenu président, qui en 8 années de règne, transformera l'Ouganda en un cauchemar vivant. Cet homme s'appelait Idi Amin Dada. Son nom seul faisait trembler tout un continent. Entre 1971 et 1979, il orchestrera l'une des dictatures les plus sanglantes de l'histoire moderne. 300 000 âmes innocentes périront sous son règne. Mais comment un boxeur de village, fils de paysan, a-t-il pu devenir le boucher de Kampala? Comment a-t-il séduit puis terrorisé tout un peuple? Et surtout, pourquoi le monde entier a-t-il laissé faire? Aujourd'hui, nous plongeons dans les méandres obscurs de l'histoire pour comprendre l'ascension fulgurante et la chute spectaculaire de l'homme qui se proclamait conquérant de l'Empire britannique et roi d'Écosse. Attachez vos ceintures, car ce voyage dans les ténèbres de l'âme humaine va ébranler vos certitudes sur le pouvoir, la manipulation et la nature même du mal. Bienvenue dans l'univers terrifiant d'Idi Amin Dada. 1925, district de Koboko, au nord-ouest de l'Ouganda. Dans ce coin reculé d'Afrique orientale, naît un enfant qui marquera à jamais l'histoire du continent. Idi Amin Dada Oumé voit le jour dans une famille musulmane de l'ethnie Kakwa, communauté marginalisée vivant aux confins de l'Ouganda, du Soudan et du Congo. Son père, Andreas Nyabir, est un fermier converti à l'islam. Sa mère, Assaat, une guérisseuse traditionnelle respectée mais redoutée pour ses pratiques mystiques. Dès son plus jeune âge, Idi impressionne par sa taille hors norme et sa force physique extraordinaire. À 13 ans, il mesure déjà plus d'1,80 m et terrorise les enfants de son âge. Mais derrière cette stature imposante se cache une intelligence rusée et une soif de reconnaissance qui ne cessera jamais de le consumer. En 1946, à 21 ans, le colosse quitte son village natal pour rejoindre les King's African Rifles, l'armée coloniale britannique. Les officiers anglais sont immédiatement séduits par ce géant charismatique qui parle plusieurs langues locales et semble posséder un don naturel pour commander. Rapidement, Idi gravit les échelons. Il participe aux campagnes militaires au Kenya contre les Momo, ces combattants de la liberté que les Britanniques qualifient de terroristes. C'est là, dans la brutalité de cette guerre coloniale, qu'Idi découvre le goût du sang et du pouvoir absolu sur la vie et la mort. Témoin de l'époque, le major James Robertson se souviendra plus tard. Amin était un soldat exemplaire, obéissant et efficace. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur froide que je n'arrivais pas à identifier. Quand il interrogeait les prisonniers Momo, il obtenait toujours des informations. Toujours. Nous ne nous sommes jamais demandé comment. Cette période forge la personnalité d'Idi Amin. La violence devient son langage, la peur son instrument de pouvoir. En 1961, à la veille de l'indépendance ougandaise, il est promu colonel, devenant l'un des plus hauts gradés africains de l'armée. Son heure approche. L'Ouganda ne le sait pas encore, mais son destin vient de basculer entre les mains d'un monstre en uniforme. « 9 octobre 1962, Kampala. L'Ouganda accède enfin à l'indépendance après des décennies de domination britannique. Le nouveau président, Sir Edward Mutesa II, roi du Buganda, et le premier ministre Milton Obote représentent l'espoir d'une nation libre et prospère. Dans l'ombre de ces célébrations, Idi Amin observe, calcule et prépare déjà sa propre ascension. Nommé colonel, puis rapidement général, il devient l'homme de confiance d'Obote qui voit en lui un allié fidèle, incapable de manœuvres politiques complexes. Erreur fatale. Amin joue un double jeu magistral. En public, c'est le soldat loyal, simple d'esprit mais dévoué à son pays. En privé, il tisse patiemment sa toile. Il s'enrichit grâce au trafic d'or et d'ivoire avec le Congo voisin, constituant un trésor de guerre personnel. Plus dangereux encore, il cultive ses relations avec les services secrets britanniques et israéliens, se rendant indispensable par ses informations sur les mouvements révolutionnaires de la région. Chaque alliance qu'il forge est un pas de plus vers le sommet du pouvoir. Mais Obote commence à s'inquiéter. En 1970, il découvre les activités illégales de son général et exige des comptes. Amin comprend que son mentor va devenir son ennemi.
Le 25 janvier 1971, tandis qu'Obote participe à un sommet du Commonwealth à Singapour, Idi Amin frappe. À 4 heures du matin, ses tanks encerclent le palais présidentiel, ses troupes prennent le contrôle de la radio nationale et de l'aéroport. En quelques heures, sans effusion de sang, l'Ouganda change de maître. La première allocution du général Amin à la radio nationale est un chef-d'œuvre de manipulation. Mes chers frères ougandais, je n'ai pas souhaité prendre le pouvoir. Mais face à la corruption qui gangrène notre belle nation, face aux divisions ethniques attisées par l'ancien régime, j'ai accepté le fardeau du leadership pour sauver notre patrie bien-aimée. Sa voix grave et rassurante conquiert immédiatement une population lassée des querelles politiques. Les intellectuels de Kampala applaudissent, les diplomates occidentaux se réjouissent, pensant avoir trouvé un leader stable pour cette région stratégique. Idi Amin vient de réussir le plus grand tour de force de sa vie. Se faire passer pour un sauveur. Le cauchemar peut maintenant commencer. Les premiers mois du règne d'Amin trompent le monde entier. Le nouveau président se montre charmant avec les diplomates, généreux envers son peuple, et promet la réconciliation nationale. Mais derrière ce masque séduisant se cache déjà la vraie nature du personnage. Dès mars 1971, les premières purges commencent. Officiers loyalistes, intellectuels suspects, leaders tribaux influents. Tous ceux qui pourraient représenter une menace disparaissent mystérieusement. Les corps sont retrouvés mutilés dans le lac Victoria ou tout simplement volatilisés sans laisser de traces. En août 1972, Amin prend la décision qui révélera au monde sa folie mégalomane. L'expulsion de tous les Asiatiques d'Ouganda. 60 000 personnes, pour la plupart des familles installées depuis des générations, qui contrôlent une grande partie de l'économie du pays. Dieu m'est apparu en rêve, déclare-t-il lors d'une allocution télévisée hallucinante, et m'a ordonné de libérer l'Ouganda de ses sangsues qui sucent le sang de notre économie. En 90 jours, ces citoyens ougandais d'origine indienne et pakistanaise doivent quitter le pays en abandonnant tous leurs biens. Les scènes à l'aéroport de Kampala sont déchirantes. Familles séparées, enfants en pleurs, patrimoine de toute une vie confisqué par l'État. Mahmoud Mandani, universitaire ougandais témoin de cette époque, témoigne « Je me souviens de cette famille de nos voisins, les Patel. Le père avait construit sa petite entreprise textile en travaillant 16 heures par jour pendant 30 ans. En une nuit, tout a été confisqué. Les soldats d'Amin sont venus frapper à leur porte. Madame Patel pleurait, serrant contre elle ses enfants terrifiés. Son mari répétait en boucle « Mais nous sommes Ougandais, nous sommes nés ici ». Cela n'a servi à rien. Cette décision, applaudie par une partie de la population noire qui espère récupérer les commerces abandonnés, s'avère économiquement catastrophique. L'Ouganda perd du jour au lendemain son expertise technique et commerciale. Mais Amin s'en moque. Il a prouvé qu'il pouvait défier le monde entier et imposer sa volonté. L'ivresse du pouvoir total l'enivre désormais complètement. Il s'autoproclame maréchal à vie, puis conquérant de l'Empire britannique en Afrique en général et en Ouganda en particulier. Ces titres officiels finissent par occuper 3 pages entières. Chaque jour apporte son lot de décisions plus absurdes et criminelles que les précédentes. L'Ouganda sombre lentement, mais sûrement dans l'abîme de la terreur pure.